Le bruit de griffes crissant contre la roche instable résonnait dans le canyon. Max, un berger allemand marqué par les combats, s'accrochait au bord érodé d'une falaise de 60 mètres, ses muscles puissants tremblant d'épuisement. Ses yeux ambrés, autrefois brillants du courage qui avait sauvé d'innombrables vies, s'écarquillaient maintenant d'une peur primale. Une patte glissa, puis une autre. Un gémissement désespéré, presque humain dans sa terreur, perça l'air raréfié de la montagne tandis que d'autres roches cédaient sous lui. Le temps sembla ralentir alors que le corps de Max entamait sa descente, sa silhouette minuscule se détachant sur l'immense mur de pierre impitoyable. Le canyon en contrebas attendait, silencieux, pierreux, froid, indifférent. La chute dura moins de 4 secondes, mais pendant ces instants, la vie et la mort engagèrent une négociation défiant toute logique. Ce qui suivit deviendrait un témoignage du lien indéfectible entre les humains et les animaux qu'ils aiment. Une bataille de 38 jours qui diviserait une ville, épuiserait des fortunes et finirait par rappeler à une communauté brisée ce que signifie se battre pour quelque chose qui dépasse la raison ou le calcul. Laissez un j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, continuons avec l'histoire. Max n'était pas n'importe quel berger allemand. À 7 ans, sa musculature portait la dignité tranquille d'un vétéran, un chien de recherche et de sauvetage à la retraite avec 27 missions réussies à son actif. Son pelage, principalement noir avec des marques fauves le long de sa poitrine et de son visage, portait quelques poils gris autour de son museau, témoignage des vies qu'il avait touchées et des catastrophes auxquelles il avait fait face avant la chute. Ses oreilles alertes pouvaient détecter un gémissement sous des décombres qu'aucun équipement humain ne pouvait trouver. James Wilson n'allait jamais nulle part sans Max. L'ancien policier de 65 ans avait consacré 40 ans au service de police de Pine Ridge avant de raccrocher son insigne au printemps dernier. La perte de sa femme, Martha, décédée d'un cancer 6 mois plus tôt, l'avait vidé de sa substance, ne lui laissant que Max, sa famille. Leur randonnée matinale à travers les sentiers des montagnes rocheuses était devenue à la fois un rituel et une thérapie, les seuls moments où le poids du veuvage semblait s'éloigner des épaules voûtées de James. La ville de Pine Ridge, dans le Colorado, était nichée entre des sommets impitoyables, une communauté de 3000 âmes où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. C'était le genre d'endroit où les voisins apportaient encore des plats cuisinés pendant les moments difficiles, mais aussi où les opinions divergeaient fortement et où les rancunes pouvaient durer des générations. Le docteur Sarah Mitchell n'était pas née à Pine Ridge. Elle avait emménagé en ville il y a 5 ans, ouvrant un cabinet vétérinaire qui s'était rapidement forgé une réputation pour la prise en charge de cas que d'autres jugeaient désespérés. À 42 ans, avec une mèche prématurément argentée dans ses cheveux bruns et des yeux perpétuellement fatigués, elle avait développé un entêtement tranquille qui irritait et impressionnait les habitants. Sa clinique, une ferme rénovée à la périphérie de la ville, était devenue un dernier recours pour les propriétaires d'animaux désespérés. Kyle Roberts connaissait ces montagnes mieux que la plupart des gens. Ce guide de montagne de 28 ans avait grandi en explorant chaque canyon et sentier de la région. Avec une peau tannée par le soleil et des mains calleuses, il gagnait sa vie en faisant découvrir aux touristes la beauté qu'il avait toujours considérée comme acquise. Peu de gens savaient qu'il y a 3 ans, lors des pires inondations que Pine Ridge ait connues depuis des décennies, c'est Max qui avait trouvé Kyle piégé sous un arbre tombé et l'avait sauvé. Eleanor Daniels vivait seule dans la plus grande maison de Pine Ridge, une veuve de 70 ans dont la richesse provenait du commerce d'assurance de son défunt mari. Connue pour ses vêtements de créateur et ses colliers de perles, même à l'épicerie, peu de gens soupçonnaient les difficultés financières qui se cachaient derrière sa façade soigneusement entretenue. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre pour James et Max. Une brise fraîche printanière portait le parfum du pin à travers l'air de la montagne alors qu'ils partaient sur leur sentier préféré, Widow's Peak, nommé ainsi en raison de sa silhouette distinctive sur le ciel du matin. James avait emballé léger, de l'eau, des fruits secs et une photographie usée de Martha qu'il avait pris l'habitude de montrer à l'espace vide à côté de lui au belvédère panoramique, comme si elle était toujours là pour apprécier la vue. « Belle journée, n'est-ce pas, Max » murmura James, sa main burinée posée sur l'épaule solide du chien. Max répondit par un léger ouaf, sa queue balayant de larges arcs satisfaits. Ces moments de connexion étaient devenus le fil conducteur de James depuis le décès de Martha, la simple compréhension entre l'homme et le chien comblant une petite partie du vaste vide qu'elle avait laissé derrière elle. Le temps changea avec la soudaineté cruelle typique des Rocheuses. Des nuages sombres s'amoncelèrent au-dessus des sommets lointains, puis se dirigèrent vers eux à une vitesse alarmante. James vérifia sa montre et fronça les sourcils. Les prévisions annonçaient un ciel dégagé jusqu'au soir. « On dirait qu'on ferait mieux de rentrer, mon garçon. » Le premier éclair frappa un pin à moins de 50 mètres devant eux,
fendant l'arbre ancien avec un fracas tonitruant. Max, qui avait résisté aux tirs d'armes à feu pendant son entraînement de policier sans broncher, s'enfuit au son, ses instincts primaires prenant le dessus sur des années de discipline. Un instant, il était là, l'instant d'après, une tache noire et fauve disparaissait dans les broussailles. Max, appela James, sa voix presque avalée par l'averse soudaine. Max. La pluie se transforma en grêle, frappant sa tête non protégée alors qu'il trébuchait le long du sentier qui s'embourbait rapidement, appelant son compagnon avec un désespoir croissant. Ce soir-là, James retourna seul dans sa maison vide, trempé jusqu'aux os et rauque à force de crier. Il laissa la lumière du porche allumée et la gamelle de nourriture de Max remplie, un geste féodal d'espoir. Au matin, la tempête était passée. James était de retour sur la montagne avant l'aube, armé du jouet couineur préféré de Max, dans un sac à dos rempli de friandises au bœuf séché. À la tombée de la nuit, il avait parcouru 24 km de sentier sans rien trouver d'autre que des bottes couvertes de boue et un vide grandissant dans sa poitrine. Le deuxième jour se déroula de la même manière. James imprima 50 avis de disparition de chiens au magasin de photocopie local, ses mains tremblant alors qu'il remettait la photo la plus récente de Max qu'il put trouver. Une prise lors des funérailles de Martha, le berger allemand assis solennellement à côté de son maître en deuil. « Je vais afficher ça sur notre babillard communautaire », promit la propriétaire du magasin, Sandy Miller. « Votre chien a des amis dans toute la ville. » Alors que James agrafait des avis sur les poteaux téléphoniques et les babillards, il sentit les premiers frémissements d'une terrible certitude. Max ne serait pas resté absent aussi longtemps de son propre chef. Quelque chose était arrivé, quelque chose de grave. Au matin du troisième jour, Kyle Roberts conduisit un groupe de touristes le long d'Eagle Pass, un sentier difficile qui offrait des vues spectaculaires sur le canyon. Le groupe contourna un virage, les appareils photo prêts pour le panorama promis, lorsque Kyle aperçut quelque chose qui bougeait sur une corniche de l'autre côté de la gorge. « Attendez, tout le monde, dit-il en levant ses jumelles à ses yeux. Son cœur se serra lorsque l'image devint nette, un berger allemand arpentant frénétiquement une étroite saillie à 30 mètres en contrebas du bord de la falaise. Même de cette distance, Kyle reconnut la tache blanche distinctive sur la poitrine, Max. L'esprit de Kyle revint en arrière, à l'inondation, au moment où il était allongé, piégé et à moitié submergé, certain qu'il mourrait seul. Il se souvint du son de l'aboiement de Max, le premier signe que de l'aide l'avait trouvé, de la sensation de fourrure chaude contre sa main gelée. Un appel téléphonique au service d'urgence, puis un autre au numéro de James Wilson, que Kyle avait mémorisé grâce aux avis affichés partout dans la ville. « Je l'ai trouvé, monsieur. Il est sur une corniche dans le canyon Broken Hat. » Kyle essaya de garder une voix ferme. Il a dû tomber du sentier supérieur et s'est retrouvé coincé. J'ai appelé à l'aide, mais... Il hésita. Ça ne sent pas bon. La corniche s'effrite. James arriva alors que l'équipe de secours installait des cordes et des harnais au bord de la falaise. Son visage, déjà émacié par des mois de deuil, semblait avoir vieilli de plusieurs années au cours des 3 derniers jours. Lorsque le chef d'équipe tenta de le retenir, James fixa le jeune homme avec le regard d'acier qui avait autrefois intimidé les criminels endurcis. « C'est mon chien, dit-il simplement, ma famille. » À travers ses jumelles, James observa Max le reconnaître à distance. Les oreilles du chien se dressèrent et il se mit à aboyer, s'agitant avec excitation sur l'étroite corniche. « Reste tranquille, mon garçon, murmura James. « S'il te plaît, reste tranquille. » Le technicien de sauvetage était à mi-chemin de la paroi de la falaise lorsque cela se produisit. Max, galvanisé par la vue de son maître bien-aimé, bougea trop vite. Une partie de la corniche s'effrita sous ses pattes arrière. Pendant un moment terrible, il resta suspendu, ses pattes avant s'accrochant à la roche restante, se débattant pour trouver un point d'appui. Puis il tomba. Le souffle coupé collectif des spectateurs fut comme un coup physique dans la poitrine de James. À travers ses jumelles, il regarda son meilleur ami dégringoler dans le vide, son corps se tordant comme s'il essayait de se remettre sur ses pattes, avant de disparaître dans l'ombre du fond du canyon. « Non, dit James, le mot à peine audible. Puis plus fort. « Non. » Kyle était déjà en mouvement, ignorant les cris de l'équipe de secours alors qu'il dévalait un sentier de gibier qui revenait vers le fond du canyon. Il n'avait pas l'équipement approprié, il n'avait pas l'autorisation, il s'en fichait. 7 heures plus tard, alors que le soleil commençait sa descente derrière les montagnes, Kyle émergea de l'embouchure du canyon avec Max dans ses bras. Le corps autrefois fier du chien était brisé, ensanglanté,
respirant à peine. Le visage de Kyle était strié de larmes et de sueur, ses vêtements déchirés par l'ascension difficile. « Il est vivant », dit Kyle aux ambulanciers et à l'équipe de secours qui attendait. « Je l'ai trouvé coincé entre deux rochers, la congère sous lui a dû amortir sa chute. » Le trajet jusqu'à la clinique du docteur Mitchell fut un flou de voix urgentes et du son silencieux et désespéré de James murmurant à Max à l'arrière du camion de Kyle. « Reste avec moi, mon garçon, s'il te plaît, je ne peux pas vous perdre tous les deux. » Alors qu'il portait le corps inerte de Max à travers les portes de la clinique, le masque professionnel du docteur Mitchell se fissura un instant. Ses yeux croisèrent ceux de James et ils contenaient une vérité que ni l'un ni l'autre ne voulait admettre. Certains miracles étaient trop beaux pour être vrais. L'évaluation du docteur Sarah Mitchell fut brutalement honnête. Ses mains, assurées par des années de pratique, se déplacèrent méthodiquement sur le corps brisé de Max alors qu'elle énumérait ses blessures à haute voix. Les lumières fluorescentes de la salle d'examen projetaient des ombres dures sur son visage, la vieillissant au-delà de son âge, fractures multiples aux côtes et à la patte arrière gauche, dommages spinaux probables à la région lombaire, saignement interne évident en raison de la distension de l'abdomen, déshydratation sévère et exposition basée sur les pupilles, commotion cérébrale probable. Elle interrompit son examen au stéthoscope, pressé contre la poitrine de Max. James se tenait immobile dans un coin, sa grande silhouette semblant se replier sur elle-même. La pendule au mur tic-ta bruyamment et le silence qui suivit son évaluation. « Je suis désolé, monsieur Wilson », dit finalement le docteur Mitchell, retirant ses gants de latex avec un claquement clinique. La chose la plus gentille serait de mettre fin à ses souffrances maintenant. L'étendue de ses blessures, même avec la chirurgie, la chance d'une récupération significative est pratiquement inexistante. La bouche de James s'ouvrit mais aucun mot ne sortit. Après avoir perdu Martha, après les mois interminables de pièces vides et de conversations à sens unique, la pensée de perdre Max aussi sembla physiquement écraser l'air de ses poumons. C'est Kyle qui parla, sa voix rauque d'émotion, « Vous ne pouvez pas l'euthanasier, vous ne pouvez pas. » L'expression de Mitchell s'adoucit de sympathie mais resta résolue. « Je comprends que ce soit difficile, mais... » « Non, vous ne comprenez pas, » interrompit Kyle, s'avançant. Ses mains étaient encore striées du sang de Max depuis qu'il l'avait remonté du canyon. « Il y a 3 ans, je guidais un groupe lorsque le barrage de Blackwater a cédé. L'inondation nous a pris par surprise. Tout le monde est sorti sauf moi. J'étais coincé sous un arbre tombé, à moitié sous l'eau, avec une radio cassée. Ils ont envoyé des équipes de recherche, mais personne ne pouvait me trouver. Il déglutit difficilement. Personne sauf Max. » Le docteur Mitchell jeta un coup d'œil au chien grièvement blessé sur sa table. « Ce chien m'a suivi à travers 3 kilomètres de forêt inondée, a conduit l'équipe de secours directement à moi. L'eau montait. 10 minutes de plus et je me serais noyé. » La voix de Kyle se brisa. « Je lui dois ma vie. Nous devons au moins essayer. » Le docteur Mitchell passa une main dans ses cheveux, le calcul et la compassion se disputant son expression. La chirurgie seule coûterait des milliers, sans compter la rééducation, l'équipement spécialisé, les médicaments, et pourtant les chances. « Je paierai pour ça, » dit soudain James, sa voix tremblant, « peu importe le prix. »« James, votre pension ?» commença Kyle, sachant que la situation financière de l'ancien policier était précaire au mieux. « Je m'en fiche, je vendrai la maison s'il le faut. » James s'avança et posa une main tremblante sur le corps immobile de Max, « C'est tout ce qu'il me reste. » Le docteur Mitchell regarda les 2 hommes, puis de nouveau l'animal brisé devant elle. Contre tout jugement professionnel, elle sentit sa résolution faiblir. « Je devrais faire venir des spécialistes, de l'équipement que nous n'avons pas ici. Il n'y a aucune garantie. »« Essayez juste, » murmura James, « s'il vous plaît. » La porte de la salle d'examen s'ouvrit brusquement et Eleanor Daniels entra, portant encore sa tenue de club de tennis, un collier de perles incongru avec ses vêtements de sport. Les nouvelles allaient vite à Pine Ridge. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, » dit-elle, sa voix cultivée remplissant la petite pièce. « Et j'aimerais couvrir les frais médicaux. » Les sourcils du docteur Mitchell se levèrent de surprise. « Madame Daniels, nous parlons potentiellement de dizaines de milliers de dollars. » Le visage parfaitement maquillé d'Eleanor ne révéla rien des avis de découvert qui s'empilaient sur son bureau à la maison ni des appels de plus en plus urgents de son conseiller financier. « Je suis parfaitement consciente du coup, docteur. Ce chien mérite une chance. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Eleanor promenait son propre berger allemand, Baron,
le jour où Martha Wilson s'était effondrée au parc communautaire. C'est Max qui avait aboyé frénétiquement pour obtenir de l'aide pendant que James pratiquait la RCR sur sa femme. Et les Lannard n'avaient jamais oublié la vue de ce chien loyal montant la garde, refusant de partir même lorsque les ambulanciers travaillaient. Baron était mort d'une insuffisance rénale il y a à peine 3 mois. Et les Lannard n'avaient pas pu le sauver, mais peut-être pouvait-elle sauver Max. Au matin, les nouvelles de la chute de Max et des efforts pour le sauver s'étaient répandues dans tout Pine Ridge. Pendant que le docteur Mitchell effectuait la première chirurgie d'urgence, une petite foule s'était rassemblée à l'extérieur de la clinique, leurs opinions aussi divisées que leurs origines. Beaucoup d'argent à dépenser pour un chien, murmura Frank Peterson, propriétaire de la quincaillerie locale en ouvrant son magasin de l'autre côté de la rue, de l'argent qui pourrait nourrir les personnes affamées. Ce chien a sauvé Kyle Roberts pendant l'inondation et la vieille Madame Tennyson pendant cette fuite de gaz au centre pour personnes âgées, rétorqua Doris Wilkins, la bibliothécaire de la ville. Il a mérité toute l'aide qu'il reçoit. À l'intérieur de la clinique, le docteur Mitchell travailla avec une détermination sombre. La première chirurgie, 8 heures de travail minutieux pour arrêter le saignement interne et stabiliser l'état de Max, se termina par un optimisme prudent. Il a survécu à la procédure, dit-elle à James, qui avait refusé de quitter la salle d'attente malgré les offres de Kyle de le conduire chez lui pour se reposer. Les prochaines 24 heures seront critiques. S'il passe la nuit, nous pourrons nous occuper des problèmes orthopédiques. James acquiesça, les yeux rougis par la fatigue et les larmes non versées. Puis-je le voir ? Le docteur Mitchell hésita, puis céda. Brièvement. Il est fortement sédaté et sous respirateur. La vue de Max, intubé et entouré d'appareils de surveillance, brisa presque James. L'animal puissant qui avait bondi à travers les sentiers de montagne et tiré des enfants des eaux vives, gisait maintenant complètement immobile, sa poitrine se soulevant et s'abaissant uniquement avec une assistance mécanique. James tira une chaise près de la cage et s'assit lourdement. Après s'être assuré qu'ils étaient seuls, il commença à parler doucement à son chien. « Martha serait tellement en colère contre moi en ce moment, murmura-t-il, un fantôme de sourire touchant ses lèvres. Tu te souviens comme elle disait toujours que tu étais trop imprudent pour ton propre bien, courant après les écureuils trop près du bord ?» Son sourire s'estompa. « J'ai besoin que tu te battes, Max. Je ne peux pas dire au revoir à nouveau, pas encore. » Dans la zone de réception, Marcus Green de la Pine Ridge Gazette interviewait Kyle. À 32 ans, Marcus avait déménagé à Pine Ridge pour s'occuper de sa mère malade et avait accepté temporairement l'emploi au journal local. 3 ans plus tard, il était toujours là, trouvant un sens à raconter les histoires de la petite communauté. « Alors, vous croyez que le chien va se rétablir ?» demanda Marcus, un stylo pointé au-dessus de son bloc-notes. Kyle passa une main sur sa mâchoire couverte de barbe de 3 jours. « Je dois y croire. Max il n'est pas qu'un chien. Il est un symbole de quelque chose dont nous avons besoin ici, quelque chose que nous avons perdu. » « Et c'est quoi ?» demanda Marcus. Kyle réfléchit un instant. L'idée que certaines choses valent la peine d'être sauvées, quel qu'en soit le coût, que la loyauté doit être récompensée par la loyauté. L'article de Marcus parut dans l'édition du lendemain, un chien héros local se bat pour la vie après une chute de falaise. L'article relatait le dossier de service de Max, les vies qu'il avait sauvées et les efforts actuels pour le sauver. Il se terminait par la citation de Kyle sur la loyauté. À midi, l'histoire avait été reprise par les médias de Denver. Au soir, une chaîne de télévision nationale avait envoyé un reporter sur le terrain à Pine Ridge. Le docteur Mitchell se retrouva à répondre à des appels de spécialistes vétérinaires de tout le pays offrant des conseils ou de l'aide. La publicité eut des conséquences inattendues. Une réunion houleuse du conseil municipal dégénéra en cri lorsque la question de l'utilisation du fonds d'urgence municipal pour soutenir les soins de Max fut soulevée. Les sections de commentaires en ligne se remplirent de discussions sur l'allocation des ressources et la valeur de la vie animale. Malgré tout, Max s'accrocha à la vie avec la même ténacité qu'il avait autrefois conduit à travers les eaux de crue pour trouver Kyle. Il survécut à la première nuit, puis à la deuxième. Le 3e jour après sa chute, James arriva à la clinique et trouva le docteur Mitchell prudemment optimiste. Ces derniers résultats d'analyse sanguine montrent une amélioration, dit-elle, conduisant James à la zone de rétablissement. Et ce matin, il a montré une réaction aux stimuli de la douleur dans ses pattes arrière, ce qui suggère que les dommages spinaux ne sont peut-être pas aussi graves que nous le craignions. James sentit l'espoir vaciller pour la première fois depuis qu'il avait vu Max tomber. Alors,
Il pourrait remarcher? Allons-y étape par étape, mit en garde le docteur Mitchell. Mais oui, c'est possible. Lorsqu'ils atteignirent la cage de Max, James fut surpris de voir les yeux du chien ouverts, embrumé par les médicaments, mais indéniablement conscient. Lorsque le regard de Max croisa celui de James, sa queue battit faiblement contre la couverture, une fois, deux fois. C'était un petit mouvement, à peine perceptible pour quiconque, mais pour James, c'était tout, une promesse, une connexion, une raison de continuer. Il s'agenouilla près de la cage, pressant son front contre les barreaux. « Salut, mon pote », murmura-t-il d'une voix étouffée par l'émotion. « Bienvenue. » À l'extérieur de la clinique, la foule avait gémi, leur division momentanément oubliée lorsque la nouvelle de l'amélioration de Max s'était répandue. Même Frank Peterson se tenait parmi eux, son visage buriné, pensif alors qu'il regardait Eleanor Daniels écrire un autre chèque substantiel à la réceptionniste du docteur Mitchell. Quelque chose changeait à Pine Ridge, quelque chose qui allait au-delà du sort d'un chien brisé, une remise en question de ce qu'ils appréciaient et pourquoi. Les jours se fondirent en un rythme d'espoir prudent et de revers écrasantes. La clinique du docteur Mitchell, autrefois un avant-poste tranquille à la périphérie de la ville, bourdonnait maintenant d'une activité constante. Des bénévoles locaux s'occupaient d'une réception improvisée pour gérer l'afflux d'appels et de visiteurs, tandis qu'une rotation de spécialistes vétérinaires arrivait en avion de Denver, Salt Lake City et au-delà pour consulter sur le cas de Max. Le 7e jour, le docteur Mitchell effectua une deuxième chirurgie pour réparer la patte arrière gauche brisée de Max. La procédure dura près de 6 heures, un spécialiste orthopédique vétérinaire guidant le placement des broches et d'un fixateur externe, un engin d'aspect médiéval composé de barres et de fils métalliques qui s'étendaient de la hanche à la patte de Max. Ça a l'air pire que ce que c'est, assura le docteur Mitchell à James alors qu'elle le conduisait voir Max après l'opération. Le fixateur externe réduit en fait la douleur en maintenant les fragments d'os parfaitement alignés pendant leur guérison. James acquiesça, les yeux fixés sur le cadre métallique qui sortait de la patte de son chien. Max gisait sédaté, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par respiration superficielle, une ligne intraveineuse délivrant des liquides et des analgésiques à son corps meurtri. « Quand puis-je le ramener à la maison ?» demanda James, une question qui était devenue son refrain quotidien. L'expression du docteur Mitchell s'adoucit. « Nous parlons encore de semaines, pas de jours, James. Ses blessures sont catastrophiques. Le fait qu'il soit encore en vie est. » Elle s'interrompit, ne voulant pas utiliser le mot miracle dans un contexte médical, mais ne trouvant pas de meilleure alternative. James comprit ce qu'elle ne pouvait pas dire. Il avait vu des hommes survivre à des situations impossibles pendant ses années dans la police, blessures par balle, accidents de voiture, chutes qui auraient dû être fatales. Parfois, la science ne pouvait pas pleinement expliquer pourquoi une personne vivait alors qu'une autre mourait de blessures apparemment moins graves. Parfois, cela se résumait à la volonté, et Max avait une volonté en abondance. « Je vais rester », dit simplement James. Il avait dormi dans son camion sur le parking de la clinique, se lavant dans les toilettes du personnel, mangeant au restaurant d'en face. Sa maison était vide, le courrier s'empilant sur le pas de la porte. Le docteur Mitchell ne prit même plus la peine de discuter. Au lieu de cela, elle demanda à Kyle d'apporter un lit de camp de ses affaires de camping, le installant dans la salle de stockage adjacente à la cage de rétablissement de Max. Le 9e jour, Max mangea sa première nourriture solide depuis la chute, une cuillère de poulet en purée que James lui donna à la main. Tout le personnel se rassembla pour regarder, éclatant en applaudissements spontanés lorsque Max lécha faiblement ses babines après avoir avalé. « Regardez cet appétit », dit James, la voix étouffée par l'émotion. « Tout comme quand il était chiot. Tu te souviens quand tu as mangé mes nouvelles bottes de travail, espèce de fripouille ?» Il caressa doucement la tête de Max, faisant attention d'éviter la zone bandée où un cathéter intraveineux était fixé à sa patte avant. Ce soir-là, Eleanor Daniels arriva avec le dîner pour James et le personnel de nuit, des contenants de ragoût de bœuf fait maison et des petits pains fraîchement cuits de sa gouvernante. « Comment va notre patient aujourd'hui » demanda-t-elle, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et ses vêtements de créateur en décalage avec le cadre clinique. James réussit à esquisser un sourire fatigué. « Il a mangé un peu. » Le docteur Mitchell dit que ses derniers tests sanguins sont meilleurs. Eleanor acquiesça d'un air approbateur, puis hésita, sa main manucurée serrant son sac à main un peu plus fort que nécessaire. « Je voulais vous dire que Max était spécial pour moi aussi, vous savez. » James leva les yeux, surpris. Lui et Eleanor évoluaient dans des cercles sociaux différents à Pine Ridge.
Il l'avait toujours considéré comme une personne quelque peu distante, faisant partie du groupe du club de golf qui avait peu à voir avec les fonctionnaires retraités. Le jour où Martha s'est effondrée au parc, continua Eleanor, sa voix s'adoucissant, j'étais là avec Baron, mon berger allemand. C'est Max qui a alerté tout le monde que quelque chose n'allait pas. La façon dont il a aboyé pour obtenir de l'aide, est restée à ses côtés. Elle déglutit difficilement. Baron est décédé il y a 3 mois, d'une insuffisance rénale, rien à faire. James tendit la main et tapota maladroitement la main d'Eleanor. Je suis désolé pour Baron. Eh bien, dit Eleanor, redressant ses épaules, c'est pourquoi c'est important. Les chiens comme Max et Baron, ils sont de la famille. Ils méritent toutes les chances. Elle ne mentionna pas la dispute qu'elle avait eue avec son conseiller financier ce matin-là ni la deuxième hypothèque qu'elle avait discrètement contractée sur sa maison pour couvrir ses ressources en diminution. Au moment où Eleanor partit, Marcus Green arriva pour sa mise à jour quotidienne pour le journal. Ce qui avait commencé comme une simple histoire d'intérêt humain s'était transformé en une chronique quotidienne, le voyage de Max. La Pine Ridge Gazette avait vu son nombre d'abonnements augmenter à mesure que des personnes des villes voisines commençaient à suivre le rétablissement du berger allemand. Y a-t-il des changements aujourd'hui ? Demanda Marcus, un carnet à la main. À 40 ans, avec des cheveux poivre et sel et des lunettes de lecture constamment égarées, Marcus avait l'air négligé d'un homme qui vivait à travers les mots plutôt que les apparences. James le mit au courant des petites victoires de la journée, la cuillère de nourriture, le léger remuement de la queue, les améliorations des analyses sanguines. Pendant qu'il parlait, Kyle entra en portant un colis volumineux, livraison spéciale, annonça Kyle en posant la boîte avec précaution. La baignoire d'hydrothérapie de ce centre de rééducation vétérinaire de Fort Collins. Il la donne pour le rétablissement de Max. Le docteur Mitchell sortit de son bureau, les yeux s'écarquillant à la vue de l'équipement. C'est un appareil à 12 000 $, dit-elle, incrédule. Il nous le donne juste comme ça ? Kyle haussa les épaules. Le directeur là-bas a vu l'histoire aux nouvelles. Il a dit que tout chien qui survit à une chute de 60 mètres mérite le meilleur équipement de rééducation disponible. Pendant que les hommes déballaient la baignoire thérapeutique portable, le docteur Mitchell prit Marcus à part, sa voix basse. La publicité aide, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, le rétablissement de Max ne sera pas une ligne droite. Il y aura des revers, peut-être graves. Marcus acquiesça sobrement. Je comprends. Je ne cherche pas à faire sensation avec ça. Bien, dit le docteur Mitchell, parce que même si je crois en ce que nous faisons, je ne veux pas qu'il y ait de faux espoirs. Les prochaines semaines seront critiques. Le 12e jour, le docteur Mitchell a commencé les séances de kinésithérapie avec Max, avec James à la tête de la table de traitement, tenant doucement la tête de Max et lui parlant d'une voix rassurante. La vétérinaire a soigneusement étendu et fléchi chaque membre du chien, évaluant le tonus musculaire et la mobilité articulaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas encore d'atrophie musculaire, a-t-elle expliqué en travaillant. Les traitements de stimulation électrique que nous avons faits ont aidé à maintenir sa masse musculaire, même pendant son immobilisation. James regardait avec un mélange d'espoir et de chagrin Max gémir doucement pendant la manipulation de sa patte blessée. Est-ce qu'il a mal ? Un certain inconfort, oui, a admis le docteur Mitchell. Mais les médicaments contre la douleur devraient le maintenir sous contrôle. C'est nécessaire, James. Sans mouvement, ses articulations se raidiront de façon permanente. Cette nuit-là, seul avec Max dans la salle de réveil faiblement éclairée, James a parlé de Martha à son chien. C'était devenu un rituel nocturne, ces conversations à sens unique qui rendaient d'une manière ou d'une autre son absence et la présence silencieuse de Max plus supportable. Elle disait toujours que tu étais le meilleur cadeau d'anniversaire que je lui ai jamais fait, a murmuré James, ses doigts calleux grattant doucement derrière l'oreille de Max. Tu te souviens comme tu dormais à ses pieds pendant qu'elle lisait. Elle se plaignait que tu lui endormais les jambes, mais elle ne t'a jamais fait bouger. Les yeux de Max, maintenant plus alertes qu'ils ne l'avaient été depuis des jours, restaient fixés sur le visage de James. Je lui parlais, tu sais, tous les jours, mais ce n'est pas pareil sans toi, la voix de James s'est brisée. Nous devons te ramener à la maison, mon pote. La maison est trop silencieuse sans toi. Comme s'il comprenait, Max a légèrement levé la tête, le premier mouvement volontaire d'une telle ampleur depuis sa chute, et a posé son museau contre la main de James. À l'extérieur de la clinique, la communauté de Pine Ridge continuait sa relation compliquée avec l'histoire de Max. Un pot de dons au Main Street Diner avait recueilli plus de 3 000 $ en monnaie et en petits billets.
L'école primaire avait organisé un projet de carte de prompt rétablissement pour Max, ce qui a donné lieu à des douzaines de cartes colorées, illustrées au crayon, collées au mur de la zone de convalescence de Max. Mais il y avait aussi des opposants. Des lettres à l'éditeur remettaient en question les ressources consacrées à un seul animal. Un appel anonyme au forum communautaire de la station de radio locale a suggéré que l'argent pourrait être mieux utilisé pour l'hôpital pour enfants de Denver. Le conseil municipal restait divisé sur la question du soutien municipal. Frank Peterson, le propriétaire de la quincaillerie, qui s'était d'abord moqué du coût des soins de Max, s'est retrouvé dans une vive discussion avec un client qui partageait son point de vue initial. Ce n'est qu'une question de responsabilité financière, a insisté le client, comptant la monnaie pour une boîte de clous. Un chien est un chien. Quand le moment est venu, le moment est venu. Frank, se surprenant lui-même par sa réponse, ce chien en particulier a sorti ma belle Tennyson de son appartement lorsque la conduite de gaz a fui l'hiver dernier. Ma belle-sœur, qui est médecin, a dit « 5 minutes de plus dans ce gaz et elle aurait eu des lésions cérébrales ou serait morte ». Il a poussé la monnaie de l'homme à travers le comptoir avec une force inutile. Parfois, la valeur ne se résume pas à des dollars et des cents. Le 14e jour, une boîte est arrivée d'une entreprise d'orthèse vétérinaire de Californie, un harnais sur mesure et un chariot à roulettes conçu pour soutenir l'arrière-train de Max une fois qu'il serait assez fort pour tenter de se tenir debout. C'est trop tôt pour ça, a prévenu le docteur Mitchell pendant que Kyle l'aidait à assembler l'appareil. Mais c'est bien de l'avoir prêt. Sa colonne vertébrale guérit mieux que je ne l'espérais. La vraie surprise est venue plus tard. Cet après-midi-là, James était assis par terre à côté du chenil de Max, lisant à haute voix la section sportive du journal, un autre rituel quotidien. Lorsque les oreilles de Max se sont soudainement dressées vers l'avant, les narines du chien se sont dilatées et il a émis un léger son de grognement. Un instant plus tard, la porte de la clinique s'est ouverte et Kyle est entré, portant un sac en papier qui dégageait l'arôme incomparable des hamburgers. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de vraie nourriture », a dit Kyle à James, puis s'est figé en remarquant la posture alerte de Max. « Est-ce qu'il ?» James fixait son chien avec émerveillement. « Il t'a entendu avant que tu n'entres. Il a senti la nourriture. » Le docteur Mitchell, appelé par la commotion, a effectué une évaluation neurologique rapide, déplaçant son doigt devant les yeux de Max, vérifiant sa réaction pupillaire. « La fonction cognitive semble intacte », a-t-elle dit, un sourire rare perçant son attitude professionnelle. Il a reconnu les pas ou l'odeur de Kyle, l'a associé à la nourriture. C'est un traitement neurologique complexe. Le moment a transformé l'atmosphère de la clinique. Pour la première fois, la guérison pour laquelle il se battait semblait possible plutôt que théorique. Ce soir-là, pendant que James prenait une rare pause pour se doucher et se changer dans l'appartement de Kyle, le docteur Mitchell était assise à côté du chenil de Max, examinant son dossier. « Tu es un sacré combattant », a-t-elle dit au berger allemand qui la regardait avec des yeux alertes et intelligents. « Statistiquement parlant, tu ne devrais pas être en vie. » Elle a passé la main à travers les barreaux du chenil pour vérifier le bandage sur sa patte et Max lui a doucement léché la main, la première marque d'affection volontaire qu'il ait montrée à quelqu'un d'autre que James. Le docteur Mitchell s'est raclé la gorge, clignant rapidement des yeux. « Eh bien, contente de voir que ta personnalité est intacte aussi. » Alors que commençait la 3e semaine de convalescence de Max, le docteur Mitchell a introduit un nouvel élément dans son plan de traitement, l'hydrothérapie. La baignoire spécialisée donnée par le Fort Collins Center permettait de suspendre Max dans l'eau chaude, son poids étant soutenu pendant qu'il tentait de bouger ses pattes. L'hydrothérapie offre une résistance sans impact, a-t-elle expliqué à James, Kyle et Eleanor, qui s'étaient tous réunis pour observer la première séance. Elle aidera à reconstruire les muscles sans exercer de pression sur les os en voie de guérison. Max semblait incertain lorsque l'équipe l'a soulevé avec précaution dans la baignoire, l'attachant dans le harnais de soutien. Mais au fur et à mesure que l'eau chaude montait autour de son corps, une transformation remarquable s'est produite. Sa queue, qui parvenait à peine à donner de faibles coups sur la terre ferme, a commencé à onduler plus vigoureusement dans l'eau. « Il sent la flottabilité », a expliqué le docteur Mitchell, sa voix tendue, avec une excitation maîtrisée. L'eau enlève le poids de sa colonne vertébrale et de ses pattes blessées. James s'est penché près de la baignoire, son visage buriné s'épanouissant dans le premier sourire sincère que quiconque avait vu depuis des semaines. « Regarde-toi nager comme un poisson. Martha ne le croirait jamais. Tu détestais tes bains. » Pendant 10 minutes, Max a bougé ses pattes dans l'eau de petits mouvements hésitants de pagayage qui représentaient néanmoins une amélioration massive. À la fin de la séance,
il était visiblement fatigué mais alerte, ses yeux plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis l'accident. Le succès de la journée a attiré davantage l'attention des médias. Une équipe de télévision de Denver est arrivée pour filmer un reportage sur la guérison de Max, interviewant le docteur Mitchell sur les techniques novatrices utilisées. Le reportage a été diffusé au journal télévisé du soir, ce qui a entraîné un afflux de dons en ligne au fonds que Kyle avait créé pour couvrir les dépenses non couvertes par les contributions d'Eleanor. Eleanor elle-même était confrontée à une remise en question ce matin-là. Son conseiller financier avait été catégorique. Elle avait liquidé presque tous ses actifs accessibles. La vérité était que la maladie prolongée de Baron avait déjà épuisé une grande partie de ses économies avant que la situation de Max ne se présente. La façade de richesse qu'elle entretenait, l'adhésion au country club, les rendez-vous hebdomadaires chez le coiffeur, la voiture de luxe masquaient une réalité financière qui se détériorait rapidement. Madame Daniels, je dois vous déconseiller fortement de faire d'autres dons de bienfaisance pour le moment, avait dit le conseiller, son inquiétude étant évidente même au téléphone. Vos impôts fonciers arrivent à échéance le mois prochain et il y a la question des frais de scolarité de votre fille. Eleanor avait mis fin à l'appel sans faire de promesses. Sa fille, Lisa, qui terminait son internat en médecine à Boston, ne savait rien des difficultés financières. Eleanor avait l'intention de garder les choses ainsi. Elle trouverait un moyen de faire fonctionner le tout. Elle l'a toujours fait. Pendant ce temps, James trouvait un but inattendu en aidant aux soins de Max. Le docteur Mitchell lui avait appris à effectuer les exercices simples d'amplitude de mouvement qui maintenaient la souplesse des articulations de Max. James abordait ses séances avec la même attention méticuleuse aux détails qui avait fait de lui un excellent policier. « C'est parfait », a dit le docteur Mitchell, observant James plier et étendre doucement la patte avant de Max, « tu es un naturel pour ça. » James a haussé les épaules, gêné par les éloges, « je ne fais que suivre vos instructions. Tout le monde ne peut pas le faire. Tu as de bonnes mains, des mains patientes. » Elle a hésité. « As-tu déjà pensé à faire du bénévolat auprès d'animaux d'assistance ? Le centre de formation de Denver est toujours à la recherche de personnes ayant ton genre d'expérience et de tempérament. » La question a pris James au dépourvu. Depuis sa retraite, depuis la mort de Martha, il n'avait pas beaucoup réfléchi à l'avenir. Chaque jour n'était qu'une question de survie jusqu'à l'heure du coucher. L'idée d'un but, de quelque chose à attendre avec impatience, lui semblait presque étrangère. « Je vais y réfléchir », a-t-il dit et a été surpris de se rendre compte qu'il le pensait vraiment. À la fin de la 3e semaine, Max tentait de se tirer vers l'avant avec ses pattes avant pendant ses séances de thérapie. Le mouvement était laborieux, son arrière-train étant encore largement immobile, mais il représentait un progrès remarquable. Le docteur Mitchell a commencé à utiliser le chariot à roulettes pendant de courtes périodes supervisées, soutenant l'arrière-train de Max pendant qu'il s'exerçait à porter son poids sur ses pattes avant. La vue de Max, autrefois l'incarnation de l'athlétisme canin luttant pour se traîner vers l'avant avec un appareil à roulettes soutenant ses pattes arrière, a fait monter les larmes aux yeux de tous ceux qui en ont été témoins. Mais il n'y avait pas d'apitoiement sur soi dans les efforts déterminés du berger allemand, seulement le même courage indéfectible qui l'avait autrefois conduit à travers les eaux d'inondation pour trouver Kyle. « Il va remarcher », a dit James avec une tranquille certitude en regardant Max terminer un tour dans le jardin arrière de la clinique, le soleil du soir projetant de longues ombres sur l'herbe. « Peut-être pas comme avant, mais il va marcher. » Le docteur Mitchell, debout à côté de lui, ne l'a pas contredit. « Ses progrès sont remarquables. » Mais, James, elle a hésité, choisissant soigneusement ses mots. Même dans le meilleur des cas, Max aura probablement des limitations permanentes. Il ne sera pas le même chien qui faisait des randonnées en montagne avec toi. James a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais Max. « Aucun de nous ne reste le même, Doc. Martha disait toujours que c'était le but de la vie, laisser l'expérience te changer, faire de toi plus que tu n'étais. » Il a souri faiblement. Max et moi allons trouver notre nouvelle normalité ensemble. Alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, projetant le violet doux du crépuscule sur la vallée, personne ne pouvait prévoir la crise qui se profilait à l'horizon, un revers qui mettrait à l'épreuve leur détermination collective et forcerait chacun d'eux à faire face à des vérités difficiles sur ce pourquoi ils se battaient vraiment. Le 25e jour s'est levé avec un soleil timide filtrant à travers les stores de la clinique. James s'est réveillé sur son lit de camp, momentanément désorienté, jusqu'à ce que les sons maintenant familiers de l'équipement de surveillance le ramènent à la réalité. Il s'est tourné sur le côté, s'attendant à voir Max encore endormi, mais a plutôt trouvé le berger allemand éveillé et alerte, les yeux bruns fixés sur lui avec une reconnaissance indubitable. « Bonjour mon pote »,
a dit doucement James, balançant ses jambes sur le bord du lit de camp. Son dos a protesté. À 65 ans, dormir sur un lit de camp pendant des semaines avait fait des ravages, mais l'inconfort a disparu lorsque Max a répondu par un coup délibéré de sa queue contre la couverture. Le docteur Mitchell est arrivé 1 heure plus tard, des cernes sous les yeux trahissant la nuit tardive qu'elle avait passée à examiner les derniers résultats des tests de Max. « Je pense que nous sommes prêts à essayer quelque chose aujourd'hui », a-t-elle annoncé après son examen matinal. Son tonus musculaire s'est considérablement amélioré après les séances d'hydrothérapie. « J'aimerais voir s'il peut tenter de se tenir debout, avec soutien, bien sûr. » L'heure suivante a transformé l'arrière-salle tranquille en un lieu d'activité débordante. Kyle est arrivé avec du café et des beignets, restant pour aider à positionner le harnais spécialisé. Eleanor est apparue peu après, impeccablement vêtue comme toujours, bien qu'elle soit la seule à savoir qu'elle avait vendu les boucles d'oreilles en saphir de sa grand-mère la veille pour maintenir l'illusion de stabilité financière. « Très bien, Max, » a dit le docteur Mitchell, son ton professionnel mais doux, pendant qu'il fixait le harnais de soutien autour de son corps. « Nous allons t'aider à te lever, mais tu dois nous dire si c'est trop. » Avec un soin méticuleux, l'équipe a soulevé Max à l'aide des sangles du harnais, transférant progressivement le poids sur ses pattes tout en gardant la plus grande partie soutenue. James, cloué au niveau des yeux avec son chien, murmurant des encouragements, juste comme nos étirements matinaux avant une course, tu te souviens. Doucement, doucement. Pendant un moment tendu, Max est resté pendu mollement dans le harnais, sa patte blessée étant soigneusement protégée des autres, semblant peu disposé à s'engager. Le docteur Mitchell a échangé un regard inquiet avec Kyle, qui a ajusté sa prise sur les sangles de soutien. Puis, presque imperceptiblement au début, la patte avant de Max s'est redressée. Sa patte arrière droite, celle qui n'était pas blessée, a tressailli, puis a poussé vers le bas avec un effort visible, bien que le harnais supportait encore la plus grande partie de son poids. Max tentait indéniablement de se tenir debout. La salle a collectivement retenu son souffle. James, toujours au niveau des yeux avec Max, a vu quelque chose clignoter sur le visage de son chien. De la détermination peut-être, ou le simple instinct d'un animal conçu pour se tenir debout sur 4 pattes plutôt que d'être suspendu. Avec un effort tremblant, Max a réussi à supporter une fraction de son propre poids pendant près de 10 secondes avant que ses forces ne l'abandonnent. L'équipe l'a soigneusement redescendu sur sa litière, mais l'atmosphère dans la salle avait fondamentalement changé. Ce qui avait été un espoir prudent s'est cristallisé en quelque chose de plus substantiel. « Il l'a fait », a dit Kyle en souriant largement. « Tu as vu ça ? Il s'est réellement tenu debout. » Le docteur Mitchell a maintenu sa réserve professionnelle, mais ses yeux brillaient. C'est une première tentative prometteuse. Ne nous emballons pas, mais c'est définitivement encourageant. La nouvelle s'est répandue rapidement dans Pine Ridge. À l'heure du déjeuner, une petite foule s'était rassemblée à l'extérieur de la clinique, tenue par des barrières de fortune que Kyle avait érigées pour maintenir l'environnement de guérison paisible de Max. Marcus Green était là, interviewant les spectateurs pour une édition spéciale de la Gazette. Ce que personne ne savait, c'est que, pendant que la foule célébrait à l'extérieur, Eleanor Daniels était assise dans sa Mercedes garée au coin de la rue, serrant une enveloppe contenant un avis de saisie immobilière sur sa maison familiale. 3 générations de Daniels avaient vécu dans la vaste maison victorienne de Hillrest Drive. Maintenant, à cause de sa décision de financer le traitement de Max plutôt que de respecter ses obligations hypothécaires, elle risquait de tout perdre. Eleanor a pressé son front contre le volant, un geste de vulnérabilité dont personne à Pine Ridge n'avait jamais été témoin de la part de la fière veuve. « Ça en vaut la peine », s'est-elle murmurée. « Certaines choses comptent plus que les maisons. » Cet après-midi-là, un camion de livraison banalisé est arrivé à la clinique. Le chauffeur a apporté un grand colis adressé au docteur Mitchell, qui l'a ouvert avec un émerveillement croissant. « C'est un tapis roulant subaquatique conçu sur mesure », a-t-elle expliqué à James pendant qu'il déballait l'équipement sophistiqué. La dernière technologie en matière de réadaptation canine. Il n'y en a qu'une poignée dans les cabinets privés à travers le pays. Une note d'un spécialiste en réadaptation vétérinaire de l'Université d'État du Colorado était jointe. J'ai vu l'histoire de Max aux nouvelles. C'était destiné à notre hôpital universitaire, mais votre patient en a besoin de toute urgence. Considérez cela comme un prêt à long terme. Continuez à montrer au monde ce qui est possible. L'arrivée de l'équipement spécialisé a coïncidé avec un autre développement. Le docteur Abigail Torres, une neurologue vétérinaire de premier plan de Chicago, a appelé le docteur Mitchell après avoir regardé un reportage aux nouvelles sur Max. « Je suis votre cas avec intérêt »,
a dit le docteur Torres pendant leur consultation vidéo ce soir-là. La guérison de la colonne vertébrale que vous constatez défie le pronostic conventionnel pour ce degré de traumatisme. J'aimerais proposer un protocole de traitement expérimental qui a montré des résultats prometteurs dans des cas similaires. Le docteur Mitchell a écouté attentivement sa collègue décrire une combinaison de thérapie par cellules souches et de stimulation électrique spécialisée conçue pour améliorer la régénération nerveuse. Le traitement était à la fine pointe de la technologie, pas encore largement disponible et exceptionnellement coûteux. Je pourrais venir la semaine prochaine, a offert le docteur Torres, apporter l'équipement et les fournitures nécessaires, mais je dois être candide. Bien que j'ai vu des résultats remarquables, cela est toujours classé comme thérapie expérimentale. Après avoir mis fin à l'appel, le docteur Mitchell a trouvé James dans le jardin avec Max qui se reposait au soleil de l'après-midi, sa tête sur les genoux de James. Nous avons une opportunité, a-t-elle commencé prudemment. Un nouveau traitement qui pourrait accélérer la guérison nerveuse de Max, lui donnant potentiellement une bien meilleure fonction dans sa patte blessée. Elle a décrit la proposition du docteur Torres, en prenant soin de ne pas surestimer les avantages potentiels. Le problème, c'est le coût. Même si le docteur Torres donne de son temps, la procédure et les matériaux coûteraient environ 30 000 $. L'expression de James n'a pas changé, mais ses mains sont restées immobiles sur la fourrure de Max. J'ai déjà mis la maison en vente. L'agent immobilier dit qu'elle devrait se vendre rapidement, même dans cet état. Une fois que ce sera fait. Cela prendra trop de temps, a interrompu doucement le docteur Mitchell. La fenêtre optimale pour ce traitement est maintenant, pendant qu'il montre une régénération nerveuse active. Avant que James ne puisse répondre, Eleanor est apparue à la porte du jardin, ayant entendu la conversation. « Je vais couvrir les frais », a-t-elle dit simplement. Le docteur Mitchell a secoué la tête. « Eleanor, tu as déjà tellement contribué. Ce serait ma décision. » Eleanor a terminé fermement, « Je ferai transférer les fonds demain matin. » Ce que personne ne savait, pas même Eleanor elle-même, c'est que la source du financement mystérieux allait être révélée. Plus tôt ce jour-là, un directeur de banque à Denver avait examiné les comptes épuisés d'Eleanor avec une inquiétude croissante, finissant par se sentir moralement obligé de contacter sa fille, Lisa à Boston. Ce soir-là, alors que la clinique fermait ses portes aux visiteurs, le docteur Mitchell a réuni son personnel pour une séance de planification détaillée concernant le traitement expérimental. Kyle s'est porté volontaire pour transformer l'arrière-salle de stockage de la clinique en une zone de traitement stérile, selon les spécifications du docteur Torres. Nous devrions probablement informer les gens de ce qui se passe, a suggéré le technicien. Il y a environ 50 personnes qui se présentent quotidiennement juste pour vérifier les progrès de Max. Le docteur Mitchell a hoché la tête. Je vais demander à Marcus de mettre quelque chose dans le journal, mais je veux gérer les attentes. Ce n'est pas une cure miracle. À la fin de la réunion, James est sorti pour un rare moment de solitude. L'air du soir portait le parfum du pin des montagnes lointaines où cette épreuve avait commencé près d'un mois plus tôt. Il a levé les yeux vers les étoiles brillantes dans le ciel de montagne claire. « J'aimerais que tu sois là, Martha, a-t-il chuchoté. Tu as toujours su quoi faire en cas de crise. » Il a souri légèrement, imaginant sa réponse pratique. Elle aurait organisé une collecte de fonds, enrôlé des bénévoles, tenu des registres méticuleux de l'horaire des médicaments de Max. Une voix douce a interrompu sa rêverie. « Monsieur Wilson. » James s'est retourné pour trouver une jeune femme approchant la mi-trentaine avec les traits aristocratiques d'Eleanor adoucis par un style plus contemporain. Elle portait un sac de voyage et avait l'air épuisée. « Je suis Lisa Daniels, » a-t-elle dit, tendant la main. La fille d'Eleanor. « Je viens d'arriver de Boston. » James lui a serré la main, la confusion étant évidente sur son visage. « Je ne savais pas qu'Eleanor vous avait appelé. » « Elle ne l'a pas fait, » a répondu Lisa, son expression étant troublée. « La banque l'a fait. Ma mère est au bord de la ruine financière, Monsieur Wilson. Elle a liquidé presque tout ce qu'elle possède pour payer le traitement de votre chien. » La révélation a frappé James comme un coup physique. Ce n'est pas possible. Eleanor est très douée pour maintenir les apparences, a terminé Lisa. Elle l'a toujours été. La réalité est que l'entreprise d'assurance de mon père est en faillite depuis des années. Ses factures médicales ont englouti la plupart de leurs économies avant sa mort. Puis la maladie de son propre chien l'année dernière, elle a soupiré. Le fait est qu'elle ne peut pas se permettre ce traitement expérimental auquel elle vient de s'engager. James s'est senti mal. Je n'en avais aucune idée.
Elle n'a jamais rien dit. Elle ne le ferait pas, a dit Lisa, une pointe d'exaspération affectueuse dans sa voix. La fierté est profondément enracinée dans ma famille. Avant que James ne puisse répondre, le docteur Mitchell a fait irruption par les portes de la clinique, son calme habituel étant brisé. James, entre ici rapidement. Le progrès calme et méthodique des derniers jours a explosé en une activité frénétique. Max, qui était resté stable tout l'après-midi, a soudainement eu une crise pendant qu'il se reposait dans son chenil. Au moment où James s'est précipité à ses côtés, le berger allemand était rigide, sa respiration laborieuse, sa fréquence cardiaque élevée. « Que se passe-t-il » a demandé James, regardant impuissant le docteur Mitchell et son équipe travailler pour stabiliser Max. « Sa température monte en flèche », a répondu brusquement la vétérinaire, administrant une injection avec une précision exercée. 40 degrés Celsius et ça monte. Infection possible, bien que je n'en connaisse pas encore la source. Les heures suivantes se sont déroulées dans un tourbillon d'interventions médicales urgentes. Des échantillons de sang ont été prélevés et envoyés d'urgence au laboratoire ouvert toute la nuit à Denver. Des couvertures réfrigérantes ont été appliquées sur le corps surchauffé de Max. Des antibiotiques intraveineux ont coulé dans ses veines pendant que le docteur Mitchell combattait un ennemi qu'elle ne pouvait pas encore identifier. Vers minuit, une petite veillée s'était formée à l'extérieur de la clinique. La nouvelle de la crise de Max s'est répandue dans Pine Ridge avec l'efficacité qui n'est possible que dans une petite ville. Kyle se tenait au périmètre, mettant à jour la foule rassemblée à voix basse. Eleanor et Lisa les ont rejoints, mère et fille se tenant côte à côte, leur confrontation antérieure au sujet des finances étant temporairement mise de côté. À l'intérieur, James a refusé de quitter Max, même lorsque le docteur Mitchell lui a gentiment suggéré de se reposer. « Je n'étais pas là quand il est tombé », a dit James, sa voix rauque d'émotion. « Je ne le quitte pas maintenant. » Vers 2 heures du matin, le laboratoire a appelé avec des résultats préliminaires. Le docteur Mitchell a écouté attentivement, son expression devenant de plus en plus grave. « Infection à staphylocoque », a-t-elle expliqué à James après avoir mis fin à l'appel. « Bactérie hautement résistante. Nous allons avoir besoin d'antibiotiques spécialisés, et rapidement. » La pharmacie vétérinaire la plus proche avec les médicaments nécessaires était à Denver, à 90 minutes de route aller simple. Kyle s'est immédiatement porté volontaire, prenant la camionnette de la clinique et partant dans la nuit, conduisant à travers des averses de pluie intermittentes dans les montagnes avec une détermination sombre. Au lever du soleil sur Pine Ridge, l'état de Max restait précaire. Sa fièvre s'était stabilisée mais n'avait pas diminué, et sa respiration devenait de plus en plus laborieuse. Le docteur Mitchell a maintenu une attitude professionnelle, mais James pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux. « Il allait si bien », a dit James, sa voix vide. « Comment cela a-t-il pu arriver si soudainement ?» Le docteur Mitchell a vérifié la ligne intraveineuse, ajustant légèrement le débit. Parfois, dans les cas de traumatisme grave, les ressources du corps s'épuisent. La lutte contre les blessures initiales les rend vulnérables aux infections opportunistes. Elle a posé une main sur l'épaule de James. Il se bat toujours, James. N'abandonnez pas encore. À l'extérieur, la veillée improvisée s'était agrandie. Quelqu'un avait commencé un cercle de prière. D'autres ont apporté du café et le petit déjeuner pour ceux qui étaient restés toute la nuit. Frank Peterson est arrivé avec des chaises pliantes de sa quincaillerie. Le pasteur de la ville a parlé doucement avec Eleanor et Lisa. Le soleil est monté plus haut dans le ciel, projetant de longues ombres sur le stationnement de la clinique. À l'intérieur, les machines émettaient des bips, les médicaments s'égouttaient et la respiration laborieuse de Max remplissait la pièce tranquille. Les progrès de semaine étaient suspendus dans un équilibre précaire, menacés par des envahisseurs microscopiques qui avaient trouvé leur chemin dans la circulation sanguine d'un chien qui avait déjà survécu à l'impossible. Le retour de Kyle avec les antibiotiques spécialisés a apporté une poussée momentanée d'espoir. Le docteur Mitchell a administré les médicaments immédiatement, ses mouvements précis, malgré son épuisement. « Maintenant, nous attendons », a-t-elle dit à James, vérifiant une fois de plus les signes vitaux de Max. « Les 12 prochaines heures nous en diront beaucoup. » Alors que la clinique entrait dans son 2e jour de crise, le bilan émotionnel devenait de plus en plus évident. Le personnel a pris des quarts de travail pour maintenir des soins 24 heures sur 24. James a refusé de partir, somnolent de façon agitée sur une chaise tirée près du chenil de Max. Le docteur Mitchell a examiné tous les aspects du plan de traitement de Max, à la recherche de quelque chose qu'elle aurait pu manquer. La communauté de Pine Ridge, si divisée lorsque le voyage de Max a commencé,
semblait maintenant uni dans sa veillée. Le restaurant local a envoyé des repas. Les enfants de l'école primaire ont créé une immense bannière de prompt rétablissement que Kyle a accrochée sur le devant de la clinique. Même Frank Peterson, autrefois sceptique quant aux ressources consacrées à un chien, a veillé pendant des heures, son visage buriné solennel d'inquiétude. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que cette crise révélerait en fin de compte à la fois une vérité choquante sur la chute de Max et une voie à suivre inattendue pour toutes les personnes impliquées dans son remarquable voyage. Le 35e jour s'est levé gris et sombre, le temps correspondant à l'ambiance à l'intérieur de la clinique du docteur Mitchell. L'état de Max s'était quelque peu stabilisé. Sa fièvre était passée d'un niveau dangereux à préoccupant, mais l'infection continuait de ravager son organisme malgré les antibiotiques spécialisés. Le berger allemand gisait immobile, hormis le léger soulèvement et l'abaissement de sa poitrine. Ses yeux étaient fermés, ne répondant pas à la voix de James. Pour la première fois depuis les premiers jours après sa chute, le docteur Mitchell sortit de son bureau où elle avait consulté par visioconférence des spécialistes de l'hôpital vétérinaire de l'Université d'État du Colorado. Les marques de fatigue gravées sur son visage s'étaient accentuées et elle portait une tablette affichant les derniers résultats d'analyse de Max. « James, dit-elle doucement, en désignant la petite salle de repos. Il faut que je vous parle. » James connaissait ce ton. Il l'avait utilisé lui-même, il y a des années, en tant que policier, lorsqu'il annonçait les pires nouvelles aux familles. Il suivit le docteur Mitchell, les jambes lourdes, se préparant mentalement à ce qui allait suivre. L'infection résiste aux antibiotiques les plus puissants dont nous disposons, commença le docteur Mitchell, son ton clinique masquant à peine sa détresse personnelle. La fièvre provoque un stress systémique sur des organes déjà fragilisés par la chute. Ses valeurs rénales augmentent et il y a des signes d'atteinte hépatique. James fixa le sol en linoléum. « Qu'est-ce que vous essayez de me dire exactement ?» Le docteur Mitchell prit une profonde inspiration. « Je dis que, malgré tout ce que nous avons fait, tout ce qu'Eleanor a financé, tout ce que la communauté a apporté, nous perdons du terrain et Max souffre. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, leurs implications parfaitement claires. James ferma brièvement les yeux, son visage buriné, un masque d'angoisse contenu. « Vous voulez l'euthanasier, dit-il, non pas une question, mais une affirmation. Je veux que vous y réfléchissiez, corrigea doucement le docteur Mitchell. En tant que vétérinaire, je suis tenu de discuter de toutes les options. En tant que personne qui s'est attachée à vous deux, je ne peux pas le regarder souffrir indéfiniment sans espoir réaliste de guérison. » James se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. « Non, il a survécu à une chute de 60 mètres. Il a survécu à des opérations et à des fractures. Il était debout il y a quelques jours à peine. Max n'abandonne pas, et moi non plus. » Le docteur Mitchell n'insista pas, mais son expression était lourde du fardeau de ses connaissances médicales. James n'avait pas conscience de la rapidité avec laquelle la septicémie pouvait terrasser même le corps le plus fort, de la façon dont les organes cessaient de fonctionner en cascade, de la façon dont la souffrance pouvait dépasser ce que les médicaments pouvaient contrôler. La nouvelle de la détérioration de l'état de Max se répandit rapidement dans Pine Ridge. La veillée devant la clinique s'intensifia, mais l'atmosphère passa de l'espoir à la tristesse. Les conversations se faisaient à voix basse, les expressions sombres. Marcus Green, du journal, arriva, bloc-notes à la main, mais, pour une fois, il sembla ne plus savoir quoi dire lorsque Kyle lui donna des nouvelles de Max et Eleanor et Lisa Daniels s'étaient assises ensemble sur un banc devant la clinique. Leur drame financier personnel, temporairement éclipsé par la crise, avait fait place à un respect réticent de la part de Lisa pour la profondeur de l'engagement de sa mère. « Je pense toujours que tu as été imprudente, » dit Lisa doucement. « Mais je comprends pourquoi. » Eleanor tapota la main de sa fille. « Certaines dettes ne peuvent pas être calculées en dollars, ma chérie. Ce chien a sauvé Martha Wilson, même si elle est finalement décédée. Je n'ai pas pu le sauver à l'époque, mais... » Sa voix se brisa à l'intérieur. James était assis à côté du chenil de Max, une main posée doucement sur la tête du chien. Sa voix était basse et régulière lorsqu'il parlait, ne sachant pas si Max pouvait l'entendre, mais ayant besoin de parler malgré tout. « Tu te souviens de ce sauvetage hivernal, mon pote, des randonneurs coincés dans ce blizzard sur Baker Ridge. Tout le monde disait qu'il était trop dangereux d'envoyer une équipe, mais tu n'arrêtais pas de tirer sur la laisse, comme si tu savais exactement où ils étaient. » James sourit légèrement en se souvenant. 12 heures dans cette tempête, mes pieds étaient tellement gelés que je ne les ai pas sentis pendant des jours, mais tu n'as jamais hésité, tu n'as jamais regardé en arrière pour voir si je suivais.
Tu savais juste ce qu'il fallait faire. Max restait immobile, hormis le léger soulèvement et l'abaissement de sa poitrine. J'ai besoin de ce courage maintenant, Max, continua James, sa voix baissant jusqu'à un murmure. J'ai besoin de savoir ce qui est bon pour toi, pas pour moi. Il ferma les yeux, le poids de la décision imminente l'accablant plus profondément que l'âge ou le chagrin ne l'avait jamais fait. Le docteur Mitchell s'approcha doucement, une seringue à la main. Un antidouleur, expliqua-t-elle, remarquant le regard fatigué de James. Rien de plus. J'ai promis que nous le garderions à l'aise, quoi que vous décidiez. Alors qu'elle administrait l'injection, les paupières de Max papillonnèrent brièvement. Pendant un instant, ses yeux bruns familiers s'ouvrirent, troubles à cause de la fièvre et des médicaments, mais indéniablement conscients. Ils se fixèrent sur James avec ce qui ressemblait à de la reconnaissance, puis se refermèrent lentement. Cette brève connexion brisa le contrôle de James. Ses épaules s'affaissèrent et les larmes qu'il retenait depuis des jours finirent par jaillir, coulant silencieusement sur ses joues burinées. « Je ne peux pas le laisser souffrir parce que je ne suis pas prêt à dire au revoir, » dit-il, sa voix à peine audible. « Martha ne me le pardonnerait jamais. » Le docteur Mitchell posa une main douce sur son épaule. « Vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite. Laissons les médicaments agir encore un peu. » Mais le temps devenait l'ennemi plutôt que l'allié, comme il l'avait été tout au long du rétablissement de Max. En soirée, sa respiration était devenue plus difficile, sa température remontant à nouveau, malgré les mesures de refroidissement utilisées. L'équipement de surveillance émettait des bips de plus en plus fréquents, car ses signes vitaux fluctuaient selon des schémas inquiétants. Kyle entra dans la clinique après la tombée de la nuit, après avoir passé des heures à gérer la foule croissante de membres de la communauté à l'extérieur. Il trouva James toujours assis à côté du chenil de Max, paraissant plus vieux que Kyle ne l'avait jamais vu. « Les gens demandent ce qu'ils peuvent faire, » dit Kyle maladroitement. « Tout le monde veut t'aider d'une manière ou d'une autre. » James secoua la tête, fatigué. À moins que quelqu'un n'ait un remède miracle contre les infections résistantes aux antibiotiques, il n'y a rien à faire. Kyle hésita, puis tira une chaise pliante à côté de James. « Tu sais, quand Max m'a trouvé pendant cette inondation, j'étais prêt à abandonner. L'eau montait, ma jambe était coincée. J'avais fait la paix avec l'idée de mourir là. » Il fixa ses mains. Mais ensuite, il y a eu ce jappement insistant et obstiné qui ne s'arrêtait pas, et j'ai réalisé que je devais continuer à me battre parce que ce fichu chien n'était pas prêt à me laisser abandonner. James esquissa un sourire. Ça ressemble à Max. Ce que je veux dire, continua Kyle, c'est que parfois le combat vaut la peine, même quand les chances sont impossibles, mais parfois, il jeta un coup d'œil à la respiration laborieuse de Max, parfois, la chose la plus courageuse est de savoir quand arrêter de se battre. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Avant que James ne puisse répondre, le docteur Mitchell se précipita à l'intérieur, téléphone à la main, son expression tendue. Le laboratoire de Denver vient d'appeler. Ils ont trouvé quelque chose d'inhabituel dans les dernières analyses de sang de Max. Elle hésita, choisissant ses mots avec soin. Il y a des traces d'un composé qui ne devrait pas être là, quelque chose qui ne provient d'aucun médicament que nous lui avons administré. James se redressa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son infection n'est peut-être pas une coïncidence ou une complication. Les yeux du docteur Mitchell se plissèrent. Il pourrait s'agir d'un empoisonnement, une exposition toxique lente et à faible dose. La révélation tomba comme un coup de tonnerre, repoussant temporairement le brouillard de chagrin et de résignation. Un empoisonnement? Comment est-ce possible? Le docteur Mitchell secoua la tête. Je ne sais pas. J'ai envoyé les échantillons pour des tests plus approfondis, mais cela pourrait expliquer pourquoi il ne répond pas au traitement comme prévu. Nous ne combattons pas seulement une infection, nous combattons également la substance toxique qui se trouve dans son organisme. Kyle se leva brusquement. Il faut que je passe un coup de fil. Alors qu'il sortait, la porte de la clinique s'ouvrit pour laisser entrer Marcus Green, qui avait clairement attendu l'occasion de parler en privé avec James. Le journaliste paraissait inhabituellement agité, son attitude normalement méthodique remplacée par une excitation à peine contenue. « Monsieur Wilson, dit-il, baissant la voix en s'approchant, je crois avoir trouvé quelque chose que vous devez voir. » De son sac, Marcus sortit un ordinateur portable et l'ouvrit sur une série de photos granuleuses. Elles ont été prises par un photographe de la faune qui documentait le mouflon d'Amérique dans la région du canyon la veille de la chute de Max. James se pencha en avant, plissant les yeux sur les images.
Elle montrait une section éloignée de la falaise où Max était tombé et, avec un certain effort, James pouvait distinguer deux silhouettes sur le sentier, des silhouettes qui semblaient porter de longs étuis d'équipement. « Je ne comprends pas, » dit James. « Qu'est-ce que je regarde ? Des braconniers ? Je mène une enquête sur des signalements de chasse illégale de trophées dans les forêts nationales, » dit Marcus d'un ton sombre. Ces hommes utilisaient des zones interdites pour chasser le mouflon d'Amérique hors saison. Le photographe les a signalés au service des forêts, mais il n'a pas réalisé ce qu'il avait capturé jusqu'à ce que je commence à poser des questions sur l'activité dans cette zone au moment de l'accident de Max. L'implication devint lentement claire pour James, une froide fureur remplaçant son désespoir. Vous pensez qu'ils ont quelque chose à voir avec la chute de Max, que ce n'était pas un accident? Marcus acquiesça. Je pense que Max a pu les rencontrer sur le sentier et qu'un chien de recherche et de sauvetage entraîné serait une menace sérieuse pour les chasseurs illégaux. Il pourrait les traquer, révéler leur opération. Le docteur Mitchell les rejoignit, son esprit médical reliant rapidement les points. S'ils ont utilisé des appâts empoisonnés pour neutraliser Max avant qu'il ne tombe, ou peut-être l'ont-ils poussé, cela pourrait expliquer les composés que nous trouvons dans son sang maintenant. La toxine pourrait être restée dormante dans ses tissus, ne s'infiltrant dans son organisme que lorsqu'il a commencé à se rétablir. La révélation transforma l'atmosphère dans la clinique. Ce qui avait été une bataille perdue d'avance contre un destin cruel devint soudainement quelque chose de complètement différent, une lutte pour la justice, un refus de laisser triompher une cruauté délibérée. James se leva lentement, des décennies de travail de police se réveillant dans son attitude. Nous devons confirmer cela et, si c'est vrai, nous devons les trouver. Dehors, ignorant la découverte, la communauté de Pine Ridge maintenait sa veillée. Alors que la nuit tombait, Eleanor s'assit avec Lisa, les deux femmes épuisées mais ne voulant pas partir. Frank Peterson distribuait du café à partir de grands thermos, son scepticisme initial oublié depuis longtemps. Les enfants plaçaient des dessins et des animaux en peluche sur un mémorial improvisé, leur jeune visage solennel face à la gravité de la perte imminente. Aucun d'entre eux ne savait encore que l'histoire de Max, sa chute, sa survie remarquable et sa crise actuelle allaient prendre une tournure dramatique, qui transformerait leur veillée mortuaire en quelque chose de tout à fait différent. Le 36e jour se leva avec un sentiment de détermination renouvelé à la clinique du docteur Mitchell. Les révélations de la nuit précédente avaient transformé ce qui avait été une bataille perdue d'avance contre l'infection en une enquête ciblée avec deux pistes parallèles, sauver Max et trouver les responsables de sa chute. Le shérif Tom Reynolds, un collègue de James de l'époque où il était policier, arriva tôt dans la matinée. À 62 ans, avec des cheveux gris clairsemés et le léger embonpoint d'un homme qui avait passé trop d'années derrière un bureau, il conservait toujours l'autorité acquise grâce à des décennies d'application de la loi. J'ai récupéré les rapports du service des forêts datant de l'époque de la chute de Max, dit le shérif, en étalant des documents sur la table de la salle de repos de la clinique. Ils ont donné suite à la plainte du photographe concernant d'éventuels braconniers, mais n'ont rien trouvé de concluant, juste quelques traces de pneus dans un campement de fortune qui avait été abandonné à la hâte. James examina les photographies. Marcus avait mis à profit son œil entraîné, relevant des détails que d'autres auraient pu manquer. Ces hommes connaissaient bien la région. Ils ont choisi une section isolée, ont évité les sentiers principaux. Son doigt traça le contour des étuis d'équipement. Ce ne sont pas des équipements de chasse standards. Trop longs, trop étroits. Des étuis de fusil personnalisés. Le shérif Reynolds acquiesça. Probablement pour des lunettes de visée et des silencieux à haute puissance, le genre d'équipement que les chasseurs de trophées illégaux utilisent. Le docteur Mitchell les rejoignit, paraissant épuisé mais déterminé, après une nuit passée à faire des recherches sur les toxines avec des spécialistes du contrôle des poisons vétérinaires. Le laboratoire a identifié le composé dans le sang de Max, rapporta TL. Il s'agit d'un dérivé d'un pesticide qui est fortement réglementé, utilisé principalement dans certains pays pour le contrôle des prédateurs. De petites doses provoquent une désorientation et une faiblesse chez les canidés. Des doses plus importantes sont mortelles. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une sombre clarté. L'expression de James se durcit en considérant le scénario, Max rencontrant des braconniers sur le sentier, les hommes reconnaissant la menace qu'un chien de recherche entraîné représentait pour leur opération, utilisant des appâts empoisonnés pour le neutraliser, puis assurant son silence en le poussant du haut de la falaise. Il ne s'attendait pas à ce qu'il survive à la chute, dit James doucement. Il pensait avoir éliminé le problème. Le shérif Reynolds acquiesça. Nous avons reçu des signalements d'activités de braconnage similaires dans les comtés voisins. C'est une activité lucrative,
qui consiste à vendre des chasses de trophées à des clients fortunés qui ne veulent pas s'embêter avec des permis ou des restrictions saisonnières. Alors, comment les trouver, demanda Kyle, qui avait rejoint l'enquête improvisée après avoir terminé les soins matinaux de Max. Nous commençons par ça, dit Marcus, en sortant une autre photo, celle-ci montrant une plaque d'immatriculation partielle sur un camion, partiellement visible à travers les arbres près du sentier de la falaise. Je l'ai améliorée autant que possible. Nous avons les 3 premiers caractères. Le shérif Reynolds prit l'image. Je vais la faire passer dans le système, en la recoupant avec les suspects de braconnage connus. Alors que les hommes planifiaient leur enquête, Eleanor et Lisa Daniels arrivèrent avec le petit déjeuner pour le personnel de la clinique. La tension entre la mère et la fille s'était quelque peu apaisée, bien que la question fondamentale des finances d'Eleanor restât non résolue. « Comment va-t-il ce matin » demanda Eleanor, en posant des sacs de viennoiserie encore chaudes provenant de la boulangerie locale. L'expression du docteur Mitchell s'adoucit légèrement. Stable. L'identification de la toxine nous donne une voie de traitement que nous n'avions pas auparavant. Je lui ai administré un agent de liaison spécifique qui devrait aider à éliminer le poison de son organisme. Sera-ce suffisant ? Demanda Lisa, la professionnelle de la santé en elle reconnaissant l'optimisme prudent dans le ton du docteur Mitchell. Cela devrait aider, mais son organisme est fragilisé depuis des semaines. Les dommages cumulatifs. Elle laissa la phrase inachevée. Dehors, la veillée de la communauté se poursuivait, bien que l'atmosphère ait subtilement changé. La nouvelle de l'enquête sur le braconnage s'était répandue, transformant le récit d'un tragique accident en un acte délibéré de cruauté. L'humeur était désormais teintée de colère en plus de l'inquiétude, l'empathie collective de Pine Ridge trouvant un nouvel objectif. Frank Peterson, habituellement réservé, parla avec passion à un petit groupe réuni près de sa quincaillerie. « Je vis ici depuis 30 ans et nous avons toujours eu du respect pour l'ordre naturel des choses. On chasse en saison avec les permis appropriés. On n'empoisonne pas les animaux. On ne détruit pas ce qui rend ces montagnes spéciales. » Au milieu de l'après-midi, le shérif Reynolds retourna à la clinique avec des nouvelles prometteuses. La plaque d'immatriculation partielle, combinée au récent rapport d'application de la loi sur la faune, avait permis d'identifier 2 suspects potentiels, les frères Carson et Wade Mercer, avec de multiples citations pour violation de la chasse dans 3 États. Ils exploitent un service de guide de chasse privé qui a fait l'objet de 2 enquêtes pour avoir mené des expéditions dans des zones réglementées, expliqua le shérif, en montrant leurs photos de permis de conduire. Pas de condamnation jusqu'à présent. Les témoins ont tendance à disparaître ou à changer leurs histoires. James étudia les images, 2 hommes dans la quarantaine avec le teint buriné de ceux qui passent leur vie à l'extérieur. Quelque chose dans les yeux de Wade Mercer déclencha un souvenir. « Je l'ai déjà rencontré », réalisa James, « il y a peut-être 5 ans, Martha et moi faisions de la randonnée avec Max près de Crystal Creek. Nous sommes tombés sur un campement qui semblait bizarre, trop bien caché, trop d'équipements haut de gamme pour des randonneurs typiques. Max a commencé à se comporter étrangement autour du périmètre de leur campement. Quand ils nous ont repérés, l'un des hommes était particulièrement hostile, a fait des commentaires sur les chiens fouineurs qui s'attiraient des ennuis. Le shérif Reynolds prit note. Leur adresse commerciale enregistrée est à environ 96 km d'ici. Je vais obtenir un mandat de perquisition pour fouiller la propriété. Pendant que l'enquête s'accélérait, le docteur Mitchell se concentra sur le traitement de Max avec une détermination renouvelée. L'agent de liaison conçu pour neutraliser la toxine était administré toutes les heures par voie intraveineuse, ainsi que des médicaments de soutien pour ses reins et son foie en difficulté. En soirée, il y avait des signes d'amélioration subtils mais encourageants. La fièvre de Max avait diminué d'1 demi-degré. Ses niveaux d'oxygène s'étaient stabilisés. Plus important encore, lorsque James lui parlait, pendant l'une de ces brèves périodes de conscience, la queue de Max bougeait en signe de faible reconnaissance. « Il sait que vous êtes là », dit le docteur Mitchell, en vérifiant les moniteurs. « C'est un bon signe. » James acquiesça, la gorge trop serrée pour parler. La confirmation que la chute de Max avait été délibérée, que quelqu'un avait intentionnellement blessé son fidèle compagnon, avait réveillé une froide fureur en lui, mais aussi une détermination renouvelée. Il ne s'agissait plus seulement de sauver Max, mais aussi de justice. Alors que la nuit tombait, un visiteur inattendu arriva à la clinique. Thomas Blackwood, un représentant de l'autorité tribale de la faune de la réserve voisine, apporta des informations qui se révélèrent cruciales pour l'enquête. Nos agents de conservation surveillent l'activité de chasse illégale sur les terres de la réserve depuis des mois, expliqua Blackwood, en étalant une carte sur la table.
Nous avons documenté des sites de mise à mort ici et ici, tous compatibles avec le mode opératoire des Mercé. Il pointa à un endroit marqué en rouge. Il y a 3 jours, nos caméras de surveillance ont capturé des images d'un véhicule correspondant au camion des Mercé entrant dans cette zone isolée. C'est une zone de mise bas du mouflon d'Amérique connue, protégée par les réglementations étatiques et tribales. Le shérif Reynolds étudia la carte. C'est à moins de 32 km d'ici. S'ils sont encore dans la région. Ils le sont probablement, confirma Blackwood. Ces chasses de trophées durent généralement 4 à 5 jours. D'après leur mode opératoire, ils ne partiront pas tant que leurs clients n'auront pas leur trophée. Un plan se forma rapidement, le shérif Reynolds coordonnerait avec les autorités tribales une opération conjointe à l'aube. Compte tenu des antécédents des Mercé en matière de contournement des poursuites, l'effet de surprise était essentiel. Le but était de les prendre sur le fait avec suffisamment de preuves pour assurer leur condamnation. Pendant que les hommes mettaient les derniers détails au point, le docteur Mitchell appela James au chevet de Max. L'état du berger allemand s'était suffisamment amélioré pour qu'elle ait retiré une partie de l'équipement de soutien, lui permettant de se coucher plus naturellement. « Je pensais que vous voudriez voir ça, dit-elle doucement. Les yeux de Max étaient ouverts, plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des jours, bien qu'il fût encore manifestement faible. Il suivait les mouvements, répondait au son. Lorsque James s'agenouilla à côté de lui, Max leva légèrement la tête, la reconnaissance étant évidente dans son regard. « Eh, mon pote !» murmura James avec précaution, en caressant la fourrure entre les oreilles de Max, « nous savons ce qui s'est passé. Nous allons arranger ça. » Il était impossible de savoir si Max comprenait les mots, mais il sembla réagir au ton de James, à la détermination et à l'objectif qui avait remplacé le désespoir. Sa queue bougea contre la couverture selon un rythme lent et délibéré. Dehors, la veillée de la communauté s'était transformée en quelque chose qui ressemblait à un rassemblement. Kyle avait partagé les grandes lignes de l'enquête, en veillant à ne pas compromettre l'opération prévue, et la réponse fut immédiate. Des résidents qui n'avaient jamais pris position sur le traitement de Max parlaient maintenant avec passion de la protection de la faune et de la punition de ceux qui avaient si froidement blessé un chien qui avait servi leur communauté. Eleanor Daniels, observant le rassemblement depuis les marches de la clinique, ressentait un mélange complexe d'émotions. La réalité financière de sa situation restait désespérée, les procédures de saisie progressaient et ses actifs restants ne couvriraient pas ses obligations. Pourtant, voir la communauté s'unir autour d'une cause plus grande que la survie d'un chien lui donna un sentiment de paix qu'elle n'avait pas prévu. « Ça en valait la peine », dit-elle doucement à Lisa qui se tenait à côté d'elle, « quoi qu'il arrive. » Lisa serra la main de sa mère en signe de compréhension silencieuse. La fille qui était venue pour faire la leçon sur la responsabilité financière se retrouva touchée par les valeurs plus profondes en jeu, la loyauté, la justice, la communauté. Alors que minuit approchait, les derniers préparatifs furent effectués pour l'opération de l'aube. James, malgré les inquiétudes du docteur Mitchell concernant sa santé après tant de nuits blanches, insista pour se joindre à l'équipe des forces de l'ordre. « J'ai été maître chien pendant 15 ans, dit-il simplement, je sais comment approcher des suspects armés avec un minimum de risque et je dois être là pour Max. » Dans son chenil, Max se reposait plus paisiblement qu'il ne l'avait fait depuis des jours, l'agent de liaison éliminant lentement le poison de son organisme. Il restait incertain qu'il se rétablisse complètement, mais la crise immédiate était passée. Quelque chose avait changé en lui, dans son état, dans la communauté, dans l'histoire qui les avait tous réunis. Le 36e jour touchait à sa fin, mais le chapitre le plus dramatique du voyage de Max était sur le point de commencer. Le 38e jour se leva clair et ensoleillé sur Pine Ridge, un contraste frappant avec les jours turbulents qui l'avaient précédé. La lumière matinale filtra à travers les stores de la clinique du docteur Mitchell, projetant des rayures chaudes sur la zone de rétablissement où Max se reposait. Le berger allemand était allongé sur son lit orthopédique spécial, plus alerte qu'il ne l'avait été depuis des jours, ses yeux suivant les mouvements avec une conscience renouvelée. James entra doucement, son visage affichant le mélange d'épuisement et de triomphe qui avait caractérisé les dernières 48 heures. Les rides gravées sur son visage buriné s'étaient accentuées, mais il y avait une légèreté dans sa démarche qui avait disparu depuis des semaines. « Bonjour, héros », dit-il doucement, s'agenouillant à côté de Max et caressant doucement la tête du chien. Max répondit en frappant délibérément sa queue contre la literie, un geste simple qui représentait néanmoins une victoire contre des chances accablantes. 2 jours plus tôt, dans l'obscurité précédant l'aube du 36e jour, James avait rejoint le shérif Reynolds et une force spéciale conjointe d'agents locaux et tribaux alors qu'ils se rapprochaient de l'opération de chasse illégale des frères Mercé.
Le raid avait été exécuté avec précision, prenant les braconniers et leurs riches clients en flagrant délit de traque d'un troupeau de mouflons d'Amérique protégés. Les preuves récupérées dans le véhicule et le camp temporaire des Mercés étaient accablantes, non seulement l'équipement de chasse spécialisé et les armes à feu non enregistrées, mais aussi une provision de la toxine même trouvée dans le sang de Max. Plus important encore, ils découvrirent un appareil photo numérique contenant des photos de divers trophées, dont une image qui fit froid dans le dos à James, Wade Mercé se tenant triomphalement au bord de la falaise où Max était tombé, pointant vers le canyon en contrebas. L'interrogatoire qui suivit révéla toute l'histoire. Les Mercé avaient rencontré James et Max lors d'une expédition de reconnaissance pour leur chasse illégale. Reconnaissant Max comme un chien de recherche entraîné de leur précédente rencontre des années plus tôt, ils craignirent qu'ils ne détectent des preuves de leurs activités de braconnage. Après que James et Max furent séparés pendant la tempête, Wade avait repéré Max seul sur le sentier. Il avait d'abord tenté d'attirer le chien avec des appâts empoisonnés. Puis, lorsque Max montra des signes de la toxine mais ne succomba pas complètement, il le força physiquement à quitter le bord de la falaise, supposant que la chute serait mortelle. Votre chien était intelligent, avait finalement admis Carson Mercé pendant l'interrogatoire, il ne voulait pas prendre l'appât directement, il l'a juste reniflé, il s'est désorienté. Wade a paniqué, il a pensé que le chien conduirait les gardes forestiers jusqu'à nos terrains de chasse. La confession, combinée aux preuves matérielles, assura que les frères seraient confrontés non seulement à de multiples violations de la faune, mais aussi à des accusations de cruauté envers les animaux et de tentatives de falsification de preuves, ce qui était le cas avec Casey, et qu'ils purgeraient des peines de prison importantes. Le procureur dit que c'est une affaire en béton, avait dit le shérif Reynolds à James la veille au soir, ces photos étaient leurs trophées, mais elles vont être nos preuves. Maintenant, alors que James était assis à côté de Max dans la douce lumière du matin, la résolution de l'affaire criminelle semblait secondaire au miracle qui se déroulait devant lui. Pour la première fois depuis le début de son traitement contre la toxine, Max montrait de l'intérêt pour la nourriture, acceptant de petits morceaux de poulet de la main de James avec un enthousiasme prudent. Le docteur Mitchell entra, le presse-papier à la main, son attitude professionnelle adoucie par une pointe de sourire. Ses analyses de sang d'hier soir montrent une amélioration spectaculaire, rapporta TL. Les valeurs rénales et hépatiques sont encore élevées, mais elles évoluent dans la bonne direction, et la fièvre a complètement disparu. Qu'en est-il des blessures à la colonne vertébrale et à la jambe? James posa la question qu'il avait eu peur d'exprimer pendant la crise d'infection. Le docteur Mitchell posa son bloc-notes et s'agenouilla près d'eux, passant délicatement ses mains sur le dos de Max et sa patte arrière blessée, notant ses réactions. Le repos forcé pendant sa maladie avait en fait donné plus de temps aux os pour guérir. Les réponses neurologiques dans les pattes arrière sont plus fortes que ce que j'aurais imaginé. Elle leva les yeux vers James, laissant transparaître un optimisme prudent. Je pense qu'il est temps d'essayer de le faire tenir debout à nouveau. Dans l'heure qui suivit, une petite équipe s'était réunie pour tenter l'expérience. Kyle apporta le harnais de soutien qu'ils avaient utilisé avant la crise d'infection. Eleanor et Lisa Daniels arrivèrent, ayant reporté leur réunion avec des conseillers financiers pour être présentes à cette étape importante. Même Marcus Green vint, un carnet à la main, mais le posa de côté pour aider si nécessaire. Très bien, Max, dit le docteur Mitchell tandis qu'il positionnait soigneusement le harnais autour de son corps. Doucement et lentement, sans pression. Avec des mouvements doux et coordonnés, l'équipe souleva Max à l'aide des sangles du harnais, transférant progressivement du poids sur ses pattes tout en lui offrant un soutien. James se plaça au niveau des yeux de Max, lui offrant un encouragement silencieux. Pendant un moment de tension, Max resta suspendu dans le harnais, ses pattes pendant incertaines. Puis, avec une détermination visible, sa patte avant se tendit et se verrouilla. Sa patte arrière droite, celle qui n'était pas blessée, trouva une prise sur le sol. Plus remarquable encore, sa patte arrière gauche, enfermée dans le fixateur externe, mais guérissant mieux que quiconque n'avait osé l'espérer, fit un effort timide pour supporter son poids. C'est ça, murmura James, la voix étranglée par l'émotion. Tu l'as, mon vieux. La pièce retint collectivement son souffle tandis que Max se tenait debout, partiellement soutenu par le harnais mais portant indéniablement du poids sur ses quatre pattes pour la première fois depuis sa chute. Son corps tremblait sous l'effort, mais ses yeux restaient fixés sur James, puisant de la force dans cette connexion. 30 secondes, murmura le docteur Mitchell en regardant l'horloge. C'est assez pour aujourd'hui. Ils redescendirent Max prudemment sur son lit, mais l'atmosphère dans la pièce s'était fondamentalement transformée. Ce qui avait été un espoir prudent s'était cristallisé en une certitude joyeuse. Max allait se rétablir.
La route à venir serait longue, avec des mois de rééducation, mais le pire était derrière eux. La nouvelle de la percée de Max se répandit rapidement dans Pine Ridge. À midi, une célébration s'était spontanément formée à l'extérieur de la clinique. Pas une veille funèbre cette fois, mais un véritable festival d'esprit communautaire. Les enfants confectionnèrent des affiches de félicitations. La boulangerie locale fit don d'un gâteau adapté aux chiens en forme d'os. Même Frank Peterson ferma son magasin de quincaillerie plus tôt pour se joindre au rassemblement. À l'intérieur, tandis que Max se reposait de ses efforts, le groupe principal qu'il avait soutenu pendant ses heures les plus sombres se réunit dans la salle de repos de la clinique. La conversation se tourna inévitablement vers ce qui allait suivre. La thérapie sur tapis roulant aquatique peut commencer la semaine prochaine, expliqua le docteur Mitchell, décrivant le plan de rééducation, physiothérapie quotidienne, augmentant progressivement la durée. Il aura besoin du harnais de soutien pendant plusieurs semaines encore, mais nous pourrons éventuellement passer à une attelle moins restrictive. Et à long terme? James posa la question qui lui pesait. Le docteur Mitchell réfléchit attentivement avant de répondre. Il aura des limitations. Les lésions de la moelle épinière entraîneront probablement une certaine faiblesse persistante dans l'arrière-train. La patte blessée aura probablement toujours une amplitude de mouvement limitée. Elle fit une pause, puis ajouta avec une certitude tranquille, mais il marchera. Il aura une bonne qualité de vie, différente d'avant, mais bonne. James hocha la tête, acceptant à la fois les limitations et la promesse. C'est tout ce qui compte. Eleanor, qui avait été exceptionnellement silencieuse, prit la parole. Je voulais que tout le monde sache que j'ai pris des décisions. Elle prit une profonde inspiration, son maintien aristocratique momentanément vulnérable. Je vends la maison sur Hillcrest Drive. C'est trop grand pour une seule personne, de toute façon. J'ai trouvé un joli cottage en ville qui est beaucoup plus pratique. Lisa commença à protester, mais Eleanor leva la main pour la faire taire. C'est déjà fait, ma chère. Les papiers ont été signés hier. Elle sourit, une expression authentique qui adoucit les traits raffinés de son visage, et j'ai décidé d'utiliser une partie du produit de la vente pour créer un fonds pour les soins vétérinaires d'urgence pour les animaux de travail et d'assistance, le fonds Max Wilson. James leva les yeux, visiblement ému. Eleanor, vous n'êtes pas obligée. Je le veux, l'interrompit-elle fermement. Ce qui s'est passé ici, ce que nous avons tous vécu ensemble, c'est important. Cela devrait continuer. La conversation fut interrompue par un doux gémissement provenant de la zone de convalescence. James se précipita aux côtés de Max, trouvant le berger allemand éveillé et alerte, exprimant clairement son mécontentement d'être exclu du rassemblement. Très bien, exigeant comme toujours, gloussa James, aidant soigneusement Max à se tenir debout. Avec le harnais de soutien et la main ferme de James, Max réussit à parcourir la courte distance jusqu'à la salle de repos, où il fut accueilli avec de douces caresses et des mots d'encouragement silencieux. En regardant autour de la pièce l'improbable communauté qui s'était formée autour du combat de Max, le vétérinaire dévoué qui avait défié les pronostics médicaux, le guide de survie dont Max avait autrefois sauvé la vie, la riche veuve qui avait sacrifié sa sécurité financière, le journaliste qui avait mis au jour des preuves cruciales, le propriétaire de quincaillerie sceptique qui était devenu un fervent partisan, James ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Martha, l'appartenance. J'y pensais, dit-il, sa main reposant sur la tête de Max. Une fois qu'il sera plus fort, Max ferait un bon chien de thérapie. Plus de recherche et de sauvetage, ses jours sont derrière lui, mais des visites dans les hôpitaux, les maisons de retraite, peut-être travailler avec des anciens combattants souffrant de stress post-traumatique. Le docteur Mitchell hocha la tête pensivement. Son tempérament serait parfait pour cela. Il y a quelque chose de puissant dans le fait qu'un animal visiblement rétabli travaille avec des personnes confrontées à leur propre parcours de rééducation. Je pourrais aider à la formation, proposa Kyle. Ma sœur travaille avec des chiens d'assistance à Denver. Elle dit toujours qu'ils ont besoin de plus de maîtres. La conversation se déroula naturellement à partir de là, des plans et des possibilités s'étendant au-delà de la crise immédiate qui les avait réunis. À l'extérieur, la célébration communautaire se poursuivait, témoignant des répercussions du parcours remarquable d'un chien et des liens humains tissés grâce à un objectif commun. Alors que l'après-midi, la lumière du soleil doré se faufilait à travers les fenêtres de la clinique, Max s'endormit entouré de sa nouvelle famille, son corps enfin au repos dans la certitude de la sécurité et des soins. Le voyage qui avait commencé 38 jours plus tôt par une terrible chute avait transformé non seulement la vie d'un chien, mais toute une communauté. Un rappel que parfois les blessures les plus profondes,
lorsqu'elles sont guéries ensemble, créent les liens les plus forts. Après tout, ce que la vie nous a réservé, les carrières que nous avons construites, les familles que nous avons élevées, les pertes que nous avons endurées, il est facile de croire que nos jours de connexion profonde sont derrière nous. Le parcours de Max nous rappelle que ce n'est tout simplement pas vrai. Lorsque ce berger allemand est tombé de la falaise, il n'a pas seulement survécu contre toute attente, il a réuni une communauté qui avait oublié comment s'unir. Sa lutte reflète la nôtre à ce stade de la vie, des corps qui ne fonctionnent plus tout à fait comme avant, la dignité d'accepter plutôt que d'abandonner, et la découverte que notre valeur n'est pas diminuée par nos limitations. Souvenez-vous de James Wilson, qui a trouvé un but après une perte dévastatrice, d'Eleanor Daniels, qui a réalisé que son héritage n'était pas dans les biens, mais dans une action significative. Comme eux, nous sommes à un carrefour où la sagesse rencontre l'opportunité. Nous savons ce qui compte vraiment maintenant. Nous avons essuyé suffisamment de tempêtes pour reconnaître quand il faut se battre et quand il faut accepter. L'histoire de Max témoigne de cette sagesse durement acquise et nous rappelle que même dans nos années d'argent, nous pouvons nouer des liens qui nous transforment. Même après de terribles chutes, littérales ou métaphoriques, nous pouvons nous relever, peut-être différemment qu'avant, mais avec une force et un objectif que seule l'expérience peut fournir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un j'aime et un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous avez pensé de l'histoire. À bientôt dans la prochaine vidéo.